Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Carlo, aujourd'hui, on reçoit Jean-Francis Durocher, qui est le cofondateur de l'agence Bite Size. Pourquoi ça fait un bon invité? C'est un bon invité parce que tout ce qui est agence, marketing, moi, ça m'intrigue. C'est un monde, le marketing, que je trouve difficile d'approche. Puis on va aller creuser ce modèle d'affaires-là. Puis en même temps, lui, avec son frère, c'est un investisseur hyper actif dans plein d'entreprises qui ont croisé avec Bite Size. En plus, ils ont lancé un projet, un OBNL Montréal en fête, qui est un des plus gros projets du genre au Canada. C'est le 31 décembre. C'est ouais. les fêtes de fin d'année, oui. Exactement. Puis on voit ça un peu à la télé, etc. Fait que il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher pour nos auditeurs. Comme entrepreneur, comme mélange de modèles d'affaires, comme investisseur, il y a le petit cannabis là-dedans. Je pense que ça va être pas pire. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Noah Redler, Alex Mency, Étienne Crevier, Marc-Claude Duquette. Et comme vous savez, à chaque épisode, je retiens 3 de ces dérangeants, de ces jeunes PDG. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui Marie-Philippe Simard, PDG de Swipe. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui. Hey, le dernier épisode, oui. t'étais dans l'avion? J'ai atterri il y a une demi-heure. Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math et Mots Monde et de aidersonenfant.com. Bonjour, Carlo. Bonjour, Catherine. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et exceptionnellement, cette semaine, un ancien dérangeant qui revient parmi nous, qui était présent à la saison 1 et 2, Jean-Daniel Petit, qui est cofondateur de B-Side Magazine. Bonjour. Bonjour et enchanté. Enchanté. Restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite la thématique de notre CA. En fait, on veut savoir quel genre d'éponge vous êtes, c'est-à-dire comment vous allez chercher des connaissances. Est-ce que vous êtes des lecteurs compulsifs? Est-ce que vous suivez des formations? Est-ce que vous êtes un entrepreneur qui s'entourait d'un très, très bon réseau? Je vais vous poser la question à tous les trois et en même temps, vous allez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir comme entrepreneur. Et on commence évidemment cette émission avec les PPP, c'est-à-dire les primeurs, les plugs et les potins. Et j'ai envie de demander à Jean-Daniel en premier, puisque tu es notre dérangeant invité. Dans la catégorie, qu'est-il devenu? Ben oui, exact. Je vais aller avec une plug. Je suis pas là souvent. Donc, je vais plugger notre projet B-Side Habitat. Donc, la dernière fois que j'étais à ce micro, on était en développement, on en parlait, mais maintenant, on est en location. Oui, tu avais acheté le Central Park, là. Oui, exactement. Puis là, depuis, on a acheté Stanley Park. Fait que là, on est dans ce thème-là de toujours prendre des parcs des villes. Et bref, si les gens veulent vivre, en fait, ce projet-là qui est intersection nature-culture puis qui nous permet de protéger un parc de 1000 acres, vous êtes les bienvenus à bsidehabitat.com. Est-ce que les gens peuvent encore acheter des chalets ou là, il n'y en a plus? En fait, il y a quelques terrains qu'on avait gardés pour nous qui sont disponibles à la vente. Mais faut avoir une ligne directe avec nous. Faut se connecter. Écrivez au dérangeant. Écrivez au dérangeant, c'est ça. On va filtrer les appels, JD. Carlo, toi, comment ça va? Ça va super bien. Moi, j'ai 4 lettres. QGDA. Qui veut dire? On les entend un petit peu en pub des balados de la saison 5. Quartier général de l'audace. On est les fiers porte-parole de ce nouveau projet du Cégep de Saint-Jérôme. C'est un cheminement entrepreneurial pour les étudiants du Cégep qui est mis en place à Saint-Jérôme. C'est une première au Québec. Ils sont super emballés de nous avoir comme porte-parole. On est super emballés de collaborer avec eux. Puis le lancement a eu lieu mercredi dernier. Puis moi, j'ai partagé devant la foule qui était réunie le jet set là, de la Couronne Nord en leur disant, moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas capable d'être un entrepreneur. J'avais pas ce qu'il fallait. Je viens pas d'un milieu d'entrepreneur. J'ai un père immigrant, une mère... mes 2 parents étaient travailleurs d'usine. J'ai pas été en contact avec ça. Puis c'est quand j'ai rentré en contact avec des 15 jeunes universitaires dans un profil entrepreneuriat ou HEC, que j'ai fait « Oh my God, je suis comme eux autres ». Ça a été un déclic.
Mais ce que le QGDA, le quartier général de l'audace, va faire, c'est ça. C'est donner la chance à des jeunes de faire, hey, le profil entrepreneurial, c'est peut-être pour toi, ou intrapreneurial, mais ils vont avoir la chance de déployer leurs ailes dès le cégep. Mais là, C'est sont-tu sortis inspirés ou plus comme, c'est vraiment pas ça que je veux faire? Non, ils sont sortis, ils capotaient. Tout le monde fait partie d'une business. Il faut vraiment que ça soit clair. Ils sont pas comme toi, Carlo. T'es vraiment Non, vieux, mais moi, tu sais. unique, là. Non, Ils sont je me jeunes. suis approprié ce projet-là parce que moi, j'aurais aimé ça au cégep, rencontrer du monde comme moi pour faire « Hey, my God, c'est un chemin qui peut m'appartenir. » Je me verrais pas faire autre chose de ma vie, mais ça a pris 3e année cégep, profil entrepreneuriat avec 15 autres dudes, puis personnes extraordinaires pour faire « Oh my God, c'est possible pour moi. » C'est pas une question de confiance en moi, c'est juste que j'avais pas de contact avec du monde de même. Ben, je trouve ça vraiment intéressant de voir que ça va peut-être, les jeunes vont être pris plus jeunes, plus sensibilisés. Puis en fait, ça nous permet aussi d'aller chercher les futurs dérangeants directement à la pépinière du cégep. Ben oui. C'est bien ça. Il commence à 4 ans. Les mini dérangeants. Marie-Philippe, toi? Oui, plug, potin, primeur, je sais pas lequel, mais le panier bleu a été lancé. Transactionnel. La semaine dernière. Moi, je continue de penser que c'est une idée extraordinaire. Exécution, moins 20, mais très, très bonne idée. Moi, je suis pas dessus. On m'a approché, mais on a décidé de pas y aller. Mais Pourquoi? j'aimerais ça. Je suis curieuse de savoir pourquoi. Mais moi, j'ai toujours des modèles d'affaires un peu compliqués. Tu sais, c'est pas un produit qu'on... C'est pas aussi simple que ça. Tu sais, je peux pas vendre sur Amazon non plus, comme chez Marie, on faisait de la location. Tu sais, c'est pas la Ouais, même c'est pas chose. aussi simple que mettre quelque chose dans une boîte puis l'envoyer. Non, c'est ça. Tu sais, nous, c'est de la personnalisation en plus. Fait qu'on peut pas avec Swipe, mais tu sais, j'aimerais ça savoir si on a des gens, pas des dérangeants, là, mais des gens qui sont nos auditeurs qui l'ont fait. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils sont contents? Ou des consommateurs? Est-ce que, tu sais, j'aimerais savoir le feedback. Fait écrivez-nous. Je suis vraiment curieuse de voir comment. Pour avoir un débat là-dessus, un épisode complet, parce que moi, je suis tellement pas d'accord. Une idée de marque. Cela dit, le panier Une bleu, idée de c'est marque. parti comme un projet public, mais c'est plus du tout Non, public. c'est C'est rendu une entreprise privée. Ouais, c'est ça. On en parle beaucoup En parce fait, que c'est ça une bonne idée si t'es propriétaire du panier bleu. Exactement. Inc. Ben oui, mais c'est juste ça qui existe maintenant. C'est une entreprise privée avec plein de partenaires. Mais moi, ce que je suis c'est plus un projet curieuse, du là, gouvernement. tu sais, là, avec l'inflation, tout va coûter plus cher. Fait que, tu sais, les gens ont beaucoup parlé d'achat local pendant la pandémie et tout, mais, tu sais, là, faut t'acheter tes trucs de Noël. Là. Est-ce que tu vas aller sur le panier bleu si c'est plus cher ou Amazon? Tu comprends-tu? Tu sais, c'est ça que je suis curieuse de voir. Moi, je n'ai qu'une phrase. Il est à temps. Il est à temps. Excellent. Fait qu'on s'arrête un instant. Au retour, on est en entrevue avec Jean-Francis Durocher, cofondateur de l'agence Bite Size. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires, passer de rêveur à entrepreneur. Visitez qgda.ca. Jean-Francis Durocher est un entrepreneur dans l'âme qui a débuté dès l'âge de 16 ans. En 1999, il lance une compagnie de production vidéo de skateboard et de snowboard qui a pris de l'expansion un peu partout dans le monde avec, oui, monsieur, l'explosion de l'Internet. Alors, on recule dans le temps. En 2011, il fonde ByteSide, qui est une agence de marketing qui se spécialise en expérience digitale, en branding, en stratégie. Et avec ByteSide, la compagnie a réussi à créer d'autres petites compagnies, comme par exemple le Festival Montréal en fête, comme par exemple la maison d'édition Frères et compagnie. Et maintenant, notre invité, Jean-Francis Durocher, se spécialise dans la commercialisation de produits de cannabis. Bonjour, Jean-Francis. Ça fait beaucoup de choses, je trouve, dans une introduction qui ne vont pas ensemble. Tu viens de me prendre off guard un petit peu, j'avoue. C'est bien, j'adore. T'étais pas au courant de tout ça ou Non, mais je savais pas que j'étais le spécialiste, là, donc c'est apprécié. Mais en fait, je suis content que t'en parles parce que la semaine prochaine, dans les prochaines semaines, on lance une compagnie avec la famille de Robert Charlebois, Oui. qui s'appelle Charlebois CBD. Donc, Robert est impliqué et c'est moi et son fils Victor ainsi que Jérôme qui ont pris le lead de cette nouvelle compagnie-là qui va offrir des produits de bien-être du CBD. Et le CBD, malheureusement, c'est encore sous la tutelle de la SQDC. Ouais. Donc, nos premiers produits rentrent à la SQDC sous forme d'huile et de joints pré-roulés. Et pourquoi, malheureusement, quand on parle de la gouvernance de l'État, de la SQDC? Ah non, au contraire, la SQDC fait un excellent travail. Mais c'est difficile à dire. Tu peux pas dire le contraire quand c'est ton seul client potentiel. Premièrement, tu as absolument raison, mais ceci dit, c'est vrai. OK? Ouais. La SQDC fait un excellent travail, puis je crois qu'on est chanceux d'avoir un modèle comme ça au Québec. Par contre,
le CBD, c'est 10% du marché de la SQDC. Et la SQDC a pour premier objectif de contrer la consommation de la rue, qui est du THC. Ça fait en sorte que CBD, c'est sympathique, mais c'est vraiment pas dans la mission de la SQDC ni une priorité. Ça fait en sorte que il y a quelques années, quand la légalisation est arrivée, puis que Robert et sa femme avaient des expériences avec le CBD, en consommaient, etc., ils se sont trouvés un petit peu pas nécessairement très bien desservis. L'idée a germé, puis c'est cette manière-là on a réussi à mettre des produits qu'on avait envie de mettre sur le marché, en fait. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que ça fait le CBD? Qu'est-ce que ça procure? C'est une bonne question. Le CBD, ça va te relâcher les muscles. Pour certaines personnes qui ont de l'anxiété, puis là, je veux juste le dire, moi, je suis pas un médecin, donc tout ce que je dis, c'est basé sur des lectures que j'ai faites au niveau de certaines études qui sont sorties. Si les études, ça vous intéresse, je vous donnerai les liens. OK? Mais ce n'est pas nécessairement des termes personnels et des expériences personnelles. Là, je vous raconte ce qui en est. Va relâcher les muscles. Pour les gens qui ont beaucoup d'anxiété, ça peut leur permettre de mieux dormir. Ça peut les permettre de relaxer. Donc, on est plus dans un état de plus de bien-être que d'euphorie. Et on n'est pas dans un état de psychotrope par rapport à tout ce qui est THC. Okay? Donc, c'est vraiment pas un buzz. On est plus relax, etc. Ce qu'on veut faire avec la marque Charlebois CBD, fondamentalement, c'est vraiment d'offrir une option de bien-être à une clientèle qui veut avoir une consommation responsable. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé vraiment d'aller de l'avant. Puis, le budget de Charlebois CBD pour produire, c'est quoi? C'est quelle taille de projet c'est ça? En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que on s'est associé avec des producteurs. On s'est associé avec les meilleurs producteurs dans lesquels on avait énormément confiance, où les produits sont excellents. Puis on a commencé à élaborer des concoctions avec eux. Donc, nous, on travaille avec une firme à Québec qui produit notre huile et avec qui on travaille la fabrication de la marque et la vente à la SQDC. Mais moi, je veux juste comprendre d'abord, oui. Tu sais, si on revient au début, là, oui. Là, tu as une business, une agence marketing. Tout à fait. Est-ce que c'est toi qui dis, OK, on veut aller dans ce projet-là, fait qu'on va aller chercher Robert Charlebois, ou c'est des gens qui viennent vers toi, puis est-ce que tu fais le marketing pour ces projets-là ou tu deviens partenaire avec eux? Comment ça fonctionne, toute cette stratégie-là, là? C'est beaucoup plus organique que ça. Donc, fondamentalement, dans le cannabis, je crois pas que tu peux avoir vraiment une stratégie par rapport à ça. Sinon, c'est tellement complexe. Mais la majorité il n'y a pas beaucoup de marques qui deviennent populaires. Donc, en fait, moi et Victor Charlebois, on est des amis depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est par rapport à la consommation de sa famille. Puis on a commencé à en parler. Puis moi, j'avais une grande expertise, ayant travaillé déjà avec beaucoup d'LP. Puis là, on s'est dit, écoute, ils sont mal desservis. Il y a une opportunité de peut-être de repenser un peu le modèle. À travers plusieurs discussions, on est allé s'asseoir, on a fait des soupers, puis c'est un peu comme ça que l'idée a germé de dire, oui, OK, je pourrais m'impliquer, puis peut-être qu'on pourrait changer un petit peu les choses, puis d'offrir quelque chose de plus intéressant. Inévitablement, ce qu'on veut faire, c'est la SQDC, c'est le premier pas. Mais nous, ce qu'on vise, c'est quand et ça va arriver, on ne sait pas quand, mais c'est déjà annoncé qu'éventuellement ça va arriver, on veut que ces produits-là soient disponibles en pharmacie. Et là, c'est là qu'on va offrir davantage de produits, un peu comme c'est offert à travers le Canada. Donc, des topics. On parle des topics, c'est des crèmes, des applicants. Moi, personnellement, j'en ai de la crème de CBD. Je préfère la crème de CBD à n'importe quelle crème sportive. N'importe quel athlète en ce moment qui fait beaucoup, beaucoup de sport, probablement déjà consommé de la crème de CBD ou des produits de CBD justement pour relâcher ses muscles. Et ça, c'est le dernier bébé. Ce qu'on va voir avec Charlebois. Mais l'agence a aussi d'autres projets. On parlait d'une maison d'édition. On parlait aussi du festival Montréal en fête. Ce sont des sphères d'activité qui sont pas très compatibles ensemble. Je suis comme curieuse de savoir comment tu prends ta décision. En fait, moi, mon partenaire d'affaires, c'est mon frère. Donc, à la base, je suis privilégié de pouvoir travailler avec mon frère que j'adore. Puis Martin. Qu'on a une super relation. Puis je pense que de posséder une agence marketing te permet de voir tellement de modèles d'affaires différents et de toucher à plein de choses aussi, tu sais, ce qui fait en sorte que à un moment donné, tu vas voir certaines industries puis tu te dis, OK, sais-tu quoi, je pense qu'on peut faire quelque chose de différent, dont une maison d'édition.
On a fait une maison d'édition dans un contexte où on a fait quelques livres, puis ça a bien fonctionné, mais on l'a fait aussi dans une fonction où on a changé un petit peu certains modèles où on pensait qu'on pouvait être plus intéressant. En ce moment, là, on l'a mis un petit peu plus sur la glace, mais on a quelques livres qui, s'ils sortent, vont devenir d'autres best-sellers au Québec, en fait. Le modèle de maison d'édition, par contre, ça aussi, c'est assez complexe. Au Québec, on a une belle opportunité de le faire, mais d'aller attaquer le Canada anglais et les États-Unis, là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est un autre type de marché, mais ici, t'as une compagnie qui s'appelle Renaud-Bré qui possède 55% des ventes au Québec. Donc, si tu as une manière d'aller avoir une relation quelconque privilégiée avec lui, déjà là, tu as 55% des possibilités de vente qui sont plus faciles, mettons. On ne devient pas un peu éparpillé à aller analyser un modèle de vente en édition, analyser un modèle de vente en cannabis. Un festival, c'est une toute autre business. Juste les gens qui travaillent dans le milieu des festivals au Québec en ont plein les bras. Ça demande quand même soit une très grande compréhension très facile de chaque milieu ou des fois de moins bien gérer les sphères, non? En fait, tu as raison. C'est pour ça qu'on a une super équipe. Parce qu'on ne pourrait pas tout faire nous-mêmes. Là. Vous êtes combien dans votre équipe? On est à peu près une trentaine, à peu près. Ça, c'est dans Bite Size? Dans Bite Size. Bite Size et le festival? En fait, Montréal en fête, ça, pour peut-être expliquer la genèse, mon frère vient du domaine événementiel. Mon frère a créé le festival ZooFest. Il a été directeur de la programmation de Juste pour rire. Puis, en fait, nous, on était l'agence de Juste pour rire puis de ZooFest. On l'a produit à l'interne pendant plusieurs années chez Bite Size. OK, donc... On a produit à l'interne, ça veut dire quoi? C'est nous qui produisait ZooFest. Ah, le ZooFest. Au complet, la programmation. Tout. De A à Z. Le marketing, etc. On l'a fait pendant les 5-6 premières années. Okay. Puis c'était beaucoup de travail. C'est un gros contrat. Puis ça vous a quand même donné le goût de partir un festival. C'est parce que c'était c'est un peu fou, en fait. Ouais. On a toujours, en fait, le goût de... Puis je sais pas pour vous, là, c'est quoi, comment vous redonnez à votre communauté, mais pour nous, c'est un peu un calling, t'sais. Fait qu'on a eu une opportunité sous l'ancienne administration Coder de repartir une tradition à Montréal. Puis une des choses qu'on a à cœur, moi et mon frère, c'est aussi de s'assurer d'avoir un minimum de gratuité pour les événements à gros déploiement. Okay? Quand on l'a fait en 2013, la mission qui n'a pas changé, c'était de créer des événements gratuits pour la famille. Puis on est chanceux parce que c'est durant le temps des fêtes en plus, avec le 31. Ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Moi et mon frère, on vient d'une famille on a toujours été très heureux, chanceux, mais, je veux dire, moi, ma mère nous a élevés tout seuls. Puis, à un moment donné, je pense que d'être conscient que c'est pas tout le monde qui a la chance, premièrement, de pouvoir assister à ce type d'événement-là, mais surtout que de le rendre gratuit puis de le rendre le plus populaire possible, pour nous, ça, c'est hyper important. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont déjà eu l'idée de lancer un festival de musique dans leur région ou un festival de théâtre, même à plus petit niveau ou à grand niveau, c'est quoi les 3 clés du succès de lancer un événement public gratuit, mais qui a besoin de financement à gauche et à droite? Bon, c'est une barrière à l'entrée qui est énorme. Il n'y a pas une OBNL qui va rentrer dans un programme normé avant 3 ans d'existence. En partant. Ouais. Ce qui fait en sorte que, si t'as pas les reins solides, ça fonctionne pas. Ça, c'est la première chose. C'est un peu l'œuf ou la poule, hein. Tu sais, t'as besoin d'argent pour avancer, mais ils donnent pas d'argent. Mais en même temps, la beauté, c'est que dans n'importe quelle ville, tu peux t'asseoir avec le maire, puis avoir une discussion, puis avoir un prix. Tu sais, tu peux avoir un discrétionnaire. Ça se fait. OK? Après ça, tu vas faire tes preuves, tu vas aller chercher l'argent de Tourisme Québec, etc., etc. Puis, et ça, c'est de l'argent qui est fait pour ça, tu sais. Vous seriez surpris d'apprendre l'argent événementiel ou autre que la ville va donner pour plein de trucs. Oui, hein? Est-ce que c'est rentable, un festival? C'est une organisation but non lucrative. Oui, je sais, mais quand même, il y en a des pires que d'autres. En bas de la ligne, y a-tu quand même un profit qui reste dans l'OBNL ou c'est une perte qui est absorbée? Nous, en fait, la manière qu'on l'a toujours vu, c'est qu'on donne un minimum de à peu près 150 minimum heures, puis il y en a qui sont bilables, mais la majorité sont données. OK? Fait que pour nous, c'est un projet de cœur. La rentabilité d'un projet que tu fais le 31 décembre alors que personne ne veut venir travailler, là, c'est très dur. Fait que, mais si tu vises la rentabilité avec un projet de même, oublie ça, là, tu passes à d'autres choses. T'sais. Puis là, post-pandémie, je pense qu'il n'y a pas eu lieu l'année passée, le festival? Écoute, à une semaine, c'était Omicron, puis ciao bye.
Les 2 dernières années ont été dures, mais en 2019, on a accueilli à peu près 175 000 personnes le 31. On est le plus gros événement au Canada, puis le plus gros événement du 31 aussi. Mais votre modèle... Live à CBC, à travers le Canada aussi. Ah oui. Ouais. Mais est-ce que votre événement, le fait qu'il soit gratuit, a été finalement une bonne chose dans le contexte de pandémie? Parce que se faire annuler un événement qui est autofinancé, on pourrait dire, non pas par la billetterie, mais par les subventions, par d'autres modèles, Ouais, comment dire, c'est beaucoup moins néfaste que quelqu'un qui se fait canceller une semaine avant puis qu'il comptait sur la billetterie pour être rentable. Je te dirais que c'est une bonne question parce que la majorité des événements aujourd'hui, je pense que la prévente est tellement omniprésente que tu vas y arriver, mais ouais. Est-ce que c'est plus néfaste ou moins? Je te dirais au niveau des commandites, ça nous a fait très mal. Est-ce que le gouvernement a compensé? Le gouvernement va te demander des comptes parce que d'une manière ou d'une autre, à une semaine de l'événement, il faut comprendre que 100% des dépenses sont déjà engendrées. Ben oui. Il n'y a plus de... Je veux dire, tout est fait. Okay. Fait que le gouvernement comprend ça, sauf que le commanditaire, lui, il est comme... Puis, t'as pas tes ventes de vente sur place, etc. Fait Ça, c'est une bonne question. Pour les commandites, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils disent, ben là, redonne-moi mon argent ou... Tu vas avoir dans ton contrat aussi des cas de force majeure. C'est comme ça la vie. Hein? Je veux dire, là, ce qu'on a vécu, c'est ça. Donc, mais il y a des gens qui vont négocier pour avoir plus de visibilité l'année prochaine ou des trucs comme ça. Puis, il y en a aussi des commanditaires que tu veux garder absolument, donc tu vas peut-être être plus flexible. Puis au final, qui éponge la facture? Parce que c'est l'OBNL. Puis l'OBNL, mais quand même, elle n'a pas des fonds infinis, il n'y a pas d'autres sources de revenus. Non. Donc, comment tu te retrouves, tu as une perte de X dizaines ou centaines de milliers de dollars? Ça s'appelle la bonne planification. Ah, puis est-ce que la perte est profitable au reste de l'entreprise? Non. Ça reste indépendant, c'est ça? Une OBNL, pas de... C'est un silo scellé. Oui, je veux dire, si nous, on n'avait pas eu de prévision par rapport à des trucs comme ça, ben, on aurait peut-être mis la clé dans la porte. T'sais. Mais c'est parce que je trouve que c'est beaucoup de travail, beaucoup de troubles. Fait que je me demande qu'est-ce que ça vous apporte à l'entreprise, à part le beau souvenir et le beau désir avec ton frère de redonner à la communauté. Là. Mais je me dis, si vous faites ça, il y a une raison. Fait qu'il n'y a pas de raison financière. La vraie raison, en fait, c'est vraiment... Il y a des, puis j'ai eu le plaisir de m'impliquer avec Centraide, d'être sur le board. J'ai eu d'autres types d'implications sociales. Celui-là, en fait, tu vois réellement l'impact que tu peux avoir. Premièrement, ça je pense que c'est très gratifiant. Quand tu es sur un stage puis tu vois autant de monde le 31, là, c'est pas religieux, c'est pas politique. C'est de 7 à 77 ans, c'est le grand Montréal, en fait, puis c'est ça qui est fabuleux. Puis là, tu vois que tu as réussi à amener tous ces gens-là pour célébrer un beau moment de bonheur. Il y a quelque chose de hyper le fun à vivre ça. Ceci dit, ce qu'on réalise, puis ça, c'est ça qui nous fait capoter cette année, puis on est en grande réflexion, le coût de production explose. Ça fait 5 ans qu'on demande à la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec, d'augmenter minimalement les subventions. On est toujours au même budget. On travaille comme des chiens pour aller chercher d'autres commanditaires. Les revenus autonomes, c'est extrêmement difficile. C'est commanditaires, les ventes, des gens qui vont peut-être te faire des dons une fois de temps en temps parce qu'ils croient à ton projet. Fait qu'à un moment donné, la gratuité, là, OK? Regarde, pensez-y, là, puis même les gens qui nous écoutent, là, des événements gratuits à grand déploiement, il n'y en a pas tant que ça. Puis surtout, je vais même renchérir, des événements gratuits à grand déploiement indépendants, qui sont pas avec Evenco, qui sont pas, nommez-moi les autres, hein, Evenco. Bon. qui est partenaire dans pas mal tout. Mais, ouais. Donc, tu sais, ça, en ce moment, on réalise que là, on a un problème. On a un grand problème parce le seul benchmark qu'on a mondialement, c'est à Édimbourg, OK, qui est une grande ville de festival. Edinburgh, là, en anglais. Édimbourg, eux, il y a plusieurs années, ce qu'ils ont fait, c'était trop festif. Fait qu'ils ont décidé de dire, nous autres, on va faire une billetterie puis on va faire payer pour le 31. Nous autres, on veut pas faire ça. Mais ça, c'est le seul benchmark mondial qu'on a. La gratuité, on veut la défendre, mais on veut aussi offrir quelque chose de qualité. On veut que ça soit sécuritaire. Puis on veut que nos partenaires, hein, qui contribuent à ça, ils croient encore plus puis ils contribuent à ce qu'on ait cette qualité-là pour
justement que ce soit encore le plus gros pôle touristique pendant le temps des fêtes et autres et autres. Puis pour bien comprendre le modèle d'affaires, en fait, vous avez un OBNL pour l'événement. Ouais. L'OBNL va aller chercher des commandites, va aller chercher des subventions du gouvernement, va monter son montage, avoir son plan financier total. Puis au final, c'est Bite-Size qui est le fournisseur de services. Donc, va faire la production du festival, va avoir le contrat marketing. Donc, ça vient quand même un mandat pour Bite-Size. Non, en fait, c'est ça. Ah, je viens de comprendre. Non, c'est une très bonne... Non, mais en fait... Pourquoi on fait ça? Non, attends une minute, c'est une bonne question. Depuis une demi-heure. La production, c'est Montréal en fait qui produit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on implique nos équipes au niveau de tout ce qui est marketing. Mais quand comme j'expliquais tantôt, quand tu regardes la charge de travail versus, mettons, ce qu'on va charger, on s'arrive toujours à donner un minimum de 100, 200, 300 heures par an. Mais il n'y a rien de mal au modèle. Non, mais je préfère l'expliquer pour que ça soit clair. Tu en as des bénéfices parce que, oui, pourquoi tu fais ça? Ben, tu le fais, oui, parce que, tu sais, c'est le fun, c'est gratifiant. Mais oui, ça apporte de la crédibilité, etc. Puis ça fait partie aussi, pour moi, tu sais, pour moi, la vraie créativité, en fait, c'est d'une idée, d'une étincelle. Tu te dis, je vais réunir 180 000 personnes dans un party. Ben, c'est cool, on l'a fait, nous autres. Oui. Tu sais, ça s'appelle une vraie créativité. T'as l'air, toi et ton frère, de vous engager dans plein de projets qui n'ont pas l'air tous connectés par un même client ou par une même mission. Je suis sûr que vous avez fait des projets qui n'ont pas marché, des projets qui n'ont pas levé, puis tu te disais, my God, ça c'est sûr, c'est un giga projet, mais finalement c'est un flop. Je pense que dans le début, tu sais, qu'on a décidé d'investir dans certaines startups, OK, puis avec un échange de cash-service, on s'est fait peut-être avoir par certaines personnes qui voulaient plus des concours puis du glam de concours que de faire le travail. Okay. Il y en a quelques-uns. Il y a un exemple en ce moment que je pense qui était plus de domotique où c'était super intéressant puis que ça allait peut-être être un peu un genre de Nest avant Nest, tu sais. Ouais. Fait que, intéressant, la technologie est bonne, OK, on a un proto, OK, on peut, tu sais, mais on gagne 5, 6, 7 awards dans plein de places. Le gars voyage, on s'en va lever du cash en Californie. Jamais un fucking produit est sorti, tu sais. 5, 6 ans de travail. Le gars, il hypothéquait la maison de ses parents, tout. Le gars exceptionnel, mais je pense que, tu sais, c'est ça. Il y avait peut-être une mauvaise compréhension du travail qu'il fallait faire puis de la confiance qu'il fallait avoir dans ses équipes. Puis aller chercher les awards au lieu d'aller chercher des clients. Ben, tu sais, je sais pas si vous avez eu souvent ces conversations-là avec des startups ou des entrepreneurs startups, mais tu sais, tout ce qui est incubateur et prix, machin, la promotion de l'entrepreneuriat, tout ça, en fait, c'est toutes des très bonnes idées qui amènent énormément de bruit et qui t'enlèvent ton focus. Et tu peux pas, tu sais, t'as 24 heures, t'as X énergie, ben vous le savez, tu sais. Mais ça m'amène quand même à te poser la question entre la cohérence et l'éparpillement. Parce que, tu sais, là, première question, comment tu te décris quand tu arrives aux douanes puis ils disent c'est quoi ta job, là? Tu passes les doigts puis tu dis quoi? Ben moi à la base, là, c'est ma job, c'est un stratège marketing. C'est ça que je fais. Fait le côté agence Bite-Size, c'est beaucoup plus le cœur de tout ce que tu fais. Oui. Et la seule unique raison que ça me permet de vivre mon trip entrepreneurial, comme je vous disais, c'est que je vis tellement de réalité entrepreneuriale à travers leurs problèmes marketing que je connecte des points ensemble puis je fais « Wow, OK, ça m'intéresse, mais faut que tu aies la curiosité de le faire. » Ben oui. Moi, j'en mange. Là. Je suis un étudiant du marketing, je suis un étudiant du business, je lis un livre par semaine, je suis abonné à plein de podcasts, etc. Mais ça, si tu n'as pas cette curiosité-là, tu n'arriveras probablement pas à connecter les opportunités ensemble. C'est le fun que tu dises ça, Jean-François, parce que c'est exactement le thème de notre CA cette semaine. Cool. Comment les entrepreneurs autour de la table apprennent et avancent. Ouais. Ils vont chercher du nouveau matériel. Je suis curieux de savoir fait que c'est un conseil à donner? De rester curieux? En fait, je veux pas répondre à votre place, là, mais tu as 3 manières d'apprendre. Puis je paraphrase probablement Seth Godin là-dessus. Les cours, les conférences que tu vas voir, les bonnes personnes qui t'entourent, puis les livres que tu vas lire. Fait que si tu lis pas, il y en a un de moins. Si tu es entouré de gens qui t'inspirent pas puis qui t'élèvent pas vers le haut par leurs conversations ou leurs opportunités, Puis si tu t'exposes pas à des nouvelles idées, à des nouveaux concepts à travers les cours, des conférences, même des podcasts, si tu t'exposes le plus possible à ces 3 possibilités-là, après ça, le monde,
On est à un clic de n'importe quoi. Tu sais, les opportunités qu'on a sont fabuleuses, là. Je pense honnêtement, comme entrepreneur, je sais pas pour vous, là, mais je pense que écoute, there's never been a better time and a better place, là. Absolument. Ben, on va s'arrêter là-dessus, puis on va justement passer à notre CA. Merci Jean-Francis Durocher. Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On est de retour avec nos dérangeants et avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Là, on est quelques temps après la campagne électorale et il y a des personnalités publiques du monde des affaires, de la culture, qui ont décidé de s'afficher avec un parti politique. Tu sais, on pense entre autres à Pierre-Luc Briand, Carole Mallette, Christine Fréchette, il y a Pierre Curzi aussi. Anne Casabonne. Anne Casabonne. Pour qui Carlo a voté? François Lambert. Et je suis curieuse de savoir si vous seriez prêt à vous afficher politiquement. Mais tu sais, comme personne, je pense que tout le monde peut dire pour qui il va voter. Comme chef d'entreprise, je ne sais pas à quel point c'est ta place de faire ça, mais je trouve ça hyper important puis hyper intéressant quand les entreprises se positionnent sur des enjeux plus généraux. Tu sais, je donne un exemple. Quand il y a eu le Black Lives Matter juste après George Floyd, Sephora a dit, je me rappelle plus du pourcentage, mais je pense que c'était 15% de leurs produits qui allaient être achetés par des entreprises détenues par, idéalement, des femmes de minorité visible. Fait que ça, c'est un statement politique que l'entreprise a fait qui est pertinent. Mais de là à dire, mes employés, je vous encourage à voter libéral, je sais pas. Je trouve que c'est pas notre place. Parce que ça peut nuire après, là. Oui. Surtout quand le parti n'est pas porté au pouvoir. Oui, tu sais, tes employés, je sais pas, je trouve que moi, je trouve ça un peu trop, là. Moi, je pense qu'il faut faire attention à utiliser la politique comme levier d'entreprise. Même l'exemple de Sephora, moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que, tu sais, c'est un moment dans la vie, on capitalise sur un moment de société. J'ai un gros malaise avec ça. Par contre, je suis d'avis qu'une compagnie a un devoir citoyen et doit se positionner sur des enjeux X, mais tenir cette position-là à travers son modèle d'affaires dans des actions concrètes et non pas marketing, mais vraiment dans sa production, sa chaîne d'approvisionnement, dans sa mise en marché. Donc, je pense qu'il faut se positionner sur des enjeux, mais je ne crois pas qu'il faut nécessairement se positionner sur un candidat, une candidate ou un parti, parce que même ces partis-là changent, évoluent. Donc, oui, moi, je suis curieuse parce que toi, tu travailles beaucoup avec le gouvernement. Oui. Donc? Moi, je suis un anti-cynique. Moi, je crois à l'implication, point. Politiquement, faut jamais croire une entreprise qui a une opinion politique parce qu'elle le fait juste pour le bénéfice de l'entreprise. Les fondateurs, les entrepreneurs, les gens à l'intérieur, ça, c'est autre chose. Quand je réfléchis à ça, je me dis, est-ce que je serais prêt à dire pour qui j'ai voté, personnellement? Et la réponse, c'est oui, parce que ce qui drive... J'ai voté la CAQ, parce que ce qui drive mon vote, moi, c'est mes valeurs. Fait que, il y a 4 ans, j'ai voté la CAQ parce que depuis longtemps, on entendait parler d'éducation comme priorité numéro 1. Clairement. Ils ont livré ou pas la marchandise, on peut en discuter, mais ça a été ça. Mais je changerai mon vote demain matin aux prochaines élections pour voter libéral ou QS ou peut-être conservateur. C'est pas mon genre pour le moment, mais pour les mêmes valeurs. Donc, en ce sens-là, je crois à être anti-cynique puis à foncer parce que la politique, c'est la démocratie. Puis la démocratie, faut la défendre, faut la protéger, faut la chérir. Puis c'est pas vrai qu'il faut le faire juste avec des mots, mais sans implication réelle. Bon, le Carlo vient de se mouiller. Marie-Philippe, Jean-Daniel, est-ce que vous acceptez de nous dire pour qui vous avez voté? Personnellement, j'ai pas d'enjeu. Moi, j'ai voté pour Québec solidaire. Puis, c'est que moi, je suis pro-environnement. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait un pouvoir qui pousse pour l'environnement. Donc, c'était mon objectif. Est-ce que j'appuie tout le parti au complet? Ça, c'est une autre chose. Mais moi, j'ai voté pour le parti qui était pro-environnement. Et mon objectif, ce serait que peu importe qui est au pouvoir, soit influencé par le parti qui est le plus, je pourrais dire, impliqué dans cette cause-là. Absolument. Marie-Philippe? C'est ça, hein, on va mettre dans l'eau. Oui, mais ça me dérange pas non plus. Moi, je suis souverainiste. Fait qu'on pourrait dire Québec solidaire ou Parti québécois, mais j'ai voté pour Mme Anglade. C'est une femme. Fait que j'ai regardé mes valeurs. Je trouvais ça important qu'il y ait des femmes. Je trouve qu'elle l'a eu difficile. Puis pour moi, c'était important. Fait que c'était pour ça, pas pour le Parti libéral,
Faudrait garder la citation « Je suis souverainiste et j'ai voté Anglade ». Je trouve que cette phrase-là, ça Mais j'ai tient. dit, j'ai voté pour Mme Anglade, pas pour le Parti libéral. OK. Mais moi, je peux comprendre la raison. Absolument. Et toi, Catherine? Moi, je vais me garder un droit de réserve, étant donné que je suis dans les médias tous les jours et que j'ai critiqué tous les partis en ondes. Et maintenant, on passe à notre CA. Moi, j'ai envie de savoir comment vous allez chercher de la nouvelle connaissance. Et là, il y a différentes façons de le faire. Est-ce que vous êtes des grands lecteurs? Là, paraît-il que Bill Gates lisait des livres sans bon sens. Il en lit encore, il paraît. Aussi, il y a de la façon de s'entourer, c'est-à-dire le réseautage. Sinon, il y a la formation. Donc, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous faites comme chef d'entreprise? Jean-Daniel, vas-y. Jean-Daniel. Un peu tout ça. Mais à différentes façons. Je lis pas aussi vite que Bill Gates. OK. Mais je suis un grand lecteur et surtout un lecteur varié. Puis je vais lire beaucoup de choses différentes. À chaque jour, je vais faire une petite lecture. Et Est-ce que là, tu as cofondé un magazine, est-ce que tu lis les magazines des autres? oui. Mais OK. je lis surtout des livres ou des ouvrages qui n'ont aucun lien avec mon entreprise. OK. Puis l'objectif, moi, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances ou moi j'appelle ça des petits points là, que j'accumule, puis éventuellement, ça va me donner des nouvelles idées. OK. Puis Genre sinon, des mangas, là. Oui, exactement. Donc, je vais lire tous les mangas. Puis sinon, je deviens une espèce de lecteur compulsif quand j'ai un problème ou j'ai une espèce de craving d'un sujet. Là, je peux lire 5-6 livres très rapidement juste sur ce sujet-là pour devenir un micro-expert là-dedans. C'est intéressant ce que JDG dit parce que dans l'entreprise, tu sais, c'est comme un petit écosystème, puis il y a plein d'experts de ton écosystème. Mais je pense qu'un des rôles de l'entrepreneur qui est président ou PDG, c'est d'être l'expert de l'univers dans lequel on œuvre. Puis l'univers, tu sais, c'est l'actualité, c'est les technologies complémentaires, c'est ce qui se passe au niveau légal. Tu sais, ça touche super large. Je pense que c'est difficile d'être un bon entrepreneur ou un bon président d'entreprise si t'as pas une connaissance variée de ce qui se passe autour, qui a pas l'air connecté, mais qui finit toujours par l'être un petit peu quand tu as moindrement un peu de boussole en tête. Là. Oui, c'est comme de connaître juste assez pour parler à tous les experts sans jamais devenir l'expert. Ouais, c'est ça. Moi, justement, la semaine passée, ma directrice marketing, elle m'a dit, hey, il y a un nouveau livre qui est sorti, je suis en train de le lire, je trippe. Je suis comme, hey, donne-moi le titre. Puis je le lis. C'est pas mon expertise. Je connais ça un peu, le marketing, mais tu comprends vraiment spécifiquement quand on parle de trucs, de KPIs. T'es comme, OK, je suis pas expert, mais je suis capable d'avoir une conversation puis de comprendre surtout ce qu'ils font, tu sais. Ouais. C'est-tu dans la bonne direction? Ils ont-tu des bons benchmarks? Tu sais, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça, là? Mais est-ce que vous allez lire aussi des trucs qui sont complètement à l'extérieur de votre sphère de travail? Dans le cas de Jean-Daniel, c'est oui, mais toi, est-ce que as-tu la curiosité Oui, d'aller oui. voir? Moi, je comme lis Marc Lévy, Jean-Francis, Guillaume Musso. Je lis tout ça, là. Mais j'en ai toujours 2. Là, en ce moment, je lis The Witcher, que je suis hâte de même. Mais je lis deux. Attends, je suis hot de même. OK, continue. As-tu écouté The Witcher? Nope. Ben, c'est ça. J'ai vu les gifs animés du gars dans le bain. Juste ça, tu dis tout ce qui est sur la série. Non, mais j'ai toujours 2 livres. Fait que soit un livre vraiment de lecture de base. de divertissement. Ouais, c'est ça. Puis un livre business. Fait que dépendamment de c'est quoi mon beat, mais tu sais, j'en lis quand même une 30aine par année. Fait que tu sais, je lis vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux lire, mais tu sais, on n'a pas tant de temps que ça. Tu sais, j'ai beaucoup de... Je le disais pour la préparation, moi, j'ai beaucoup d'abonnements à des revues. Tu sais, le Forbes, Entrepreneur Magazine, Fast Company. Puis c'est des revues qui sont quand même... tu sais, je sais pas, les gars, si vous l'avez, mais c'est vraiment dense, là. Si t'es abonné à The Economist... Ouais. Je veux dire, tu peux passer ta semaine à lire ça. Il y en a un par semaine. C'est dense. Ça touche 1000 sujets. Mais c'est pas comme le 7 jours, mettons. Là, non, c'est ça. Puis, mais le point, moi, qui me revient tout le temps, c'est on n'a pas beaucoup de temps. Il faut prendre le temps. Si on attend d'avoir du temps pour apprendre, je veux dire, il y a toujours autre chose qui va arriver, un courriel de plus dans notre to-do. Puis moi, je pense que apprendre, c'est un super pouvoir. C'est littéralement un super pouvoir. Puis d'autant plus que mon quotidien, c'est d'aider, entre autres, les jeunes à réussir. C'est d'aider les jeunes à apprendre. Pas à avoir des bonnes notes, à apprendre. Quand tu sais apprendre, ça fait un monde de différence. Parce que la réalité, puis moi, je le dis tout le temps, puis c'était dans notre recherche en plus aujourd'hui, c'est 70 à 80 des emplois qui vont exister quand mes gars vont graduer. Moi, j'ai 3 gars là, de 8 à 13 ans. Là. Quand ils vont graduer, 75 à 80 des emplois n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, l'école d'aujourd'hui ne peut pas les préparer à ces jobs-là, mais peut les préparer à être capable d'apprendre, s'adapter, évoluer, être curieux. Puis ça s'applique même, malheureusement, si tu as 45 ans aujourd'hui, puis tu as un emploi quelconque, ça se peut que ta job disparaisse dans 10 ans. Mais si t'es pas en mode
finalement, je peux pas surfer sur mon diplôme d'il y a 20 ans. Faut que je me réinvente, puis que si t'es pas capable de faire ça, ça se peut qu'économiquement, t'aies de la misère dans 10 ans quand ta job va Mais disparaître. il faut apprendre aussi efficacement. Parce que, Oui. tu sais, il y a des gens qui vont apprendre mais de façon très studieuse. Donc, je vais lire assidûment chaque page, prendre des notes, tout ça. Mais pour être efficace, il faut apprendre différemment. Tu sais, une chose, il y a trop d'informations. Fait que moi, je m'inscris à certaines infolettes qui ont des gens payés à temps plein pour finalement screener l'ensemble du web sur un sujet, sortir les sujets les plus pertinents. Puis finalement, au lieu de lire 100 articles, j'en lis 10. Et là, je fais confiance à ces curators-là pour avoir les bons articles. Puis, il y a des livres business. Moi, je trouve ça un peu souvent redondant. Là, ils vont dire 12 fois la même chose dans 12 chapitres, juste pour que de l'apprendre d'une façon différente. Mais je les lis en diagonale, ceux-là, parce qu'une fois que j'ai saisi le principe, là, je vais juste peut-être le bouncer avec d'autres personnes. Là. Ouais. Est-ce que vous faites de la formation? Ben, moi, j'en ai fait pendant la pandémie. Là, ça va me permettre de plugger que j'ai fait un cours à Harvard, mais ils ont lancé un nouveau programme sur ton divan. À Harvard. Harvard sur ton divan. C'est ça, c'est parce que j'ai appliqué à Harvard. Ouais, c'est Puis, ça. Étienne Crevier, il a surfé là-dessus pendant 3 ans, avec un diplôme d'Harvard. Mais c'est un programme super intéressant. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de prendre le temps. C'est un programme de 12 semaines. Tu sais, c'est vraiment des professeurs de haut calibre. Ça prenait peut-être 2-3 heures par jour, là, juste faire les lectures qu'ils proposaient. Puis après ça, tu as de l'interaction avec les gens. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Fait que, tu sais, des fois, on dit les cours en ligne, c'est pas... Ça dépend, il y a une façon de le faire, je pense. Sur quoi? J'en ai fait 2. Un sur les relations internationales. Fait que comment, tu sais, ta business, tu peux l'amener dans d'autres marchés, ce qui est super pertinent pour nous. Mais c'est super, super intéressant. Fait que, tu sais, oui, des fois... Puis il y en a qui coûtent rien. Tu sais, je pense aux plateformes comme Coursera ou... Udemy, Udemy, ouais. Tu sais, que des fois, c'est des cours à 25$, puis ils vont te montrer comment, je sais pas, faire ton site Shopify. Tu sais, c'est super, super intéressant. Fait qu'il y en a que tu peux faire à la maison. C'est pas tant de temps que ça. Faut que tu prennes le temps, mais c'est vraiment super pertinent. Moi, les formations, là, si j'avais le choix entre une formation Harvard de 45 heures ou un cours à l'UDM ou un 2 heures workshop en présentiel avec 3 experts dans le domaine, je prends le workshop de 2 heures demain matin. Pourquoi? Parce que c'est plus concret? Souvent plus concret, plus pratico-pratique. Il y a de l'échange. 45 heures de cours, c'est longtemps. Il y a souvent de l'intangible qui sert pas tant. Parce que, tu sais, il faut rester pratico-pratique, je trouve, dans notre job. Oui. Il y a comme... la théorie, c'est beau, mais c'est la théorie applicable qui est vraiment, vraiment précieuse. Puis les workshops, puis les courtes formations de 2-3 heures, je te le dis, j'en fais pas. Mais si j'avais à choisir entre les deux, c'est ça que je ferais. Moi, je serais en plus un lecteur. Tu vois, dans le modèle d'affaires, moi, j'ai dû apprendre le monde immobilier que je connaissais pas du tout. J'ai dû l'apprendre de façon assez accélérée là, parce qu'on avait un projet d'envergure. Puis il y a tellement de facettes dans cette industrie-là qui deviennent des micro-niches, tu sais, de juste de faire du développement, de faire de la construction, le financement relié à ça, de faire de la gestion locative. Fait que bref, mais la meilleure façon que j'ai trouvé, en fait, c'était de faire plein de formations. Donc, j'ai fait de l'ingénierie financière, j'ai fait des formations comment monter des dossiers de financement, mais aussi j'ai commencé à en parler tout le temps à tout le monde. Puis ça m'a amené quasiment plus de connaissances et de réseaux de contacts. Les gens m'ont dit... Donc ça, c'est le réseautage, oui. c'est comment on s'entoure. Mais le réseautage, de mon côté, vient avec... Moi, j'appelle ça jouer au ping-pong. On se rencontre pour la première fois, je vais te pitcher probablement mon problème du moment, d'une façon X. Et là, tu vas me renvoyer soit quelque chose que tu connais par rapport à ça, quelqu'un que tu connais par rapport à ça, ou tes impressions. Et là, on vient de jouer au ping-pong au niveau de la réflexion. Ça ne reste pas juste dans ma tête. Et là, ça, je l'amène dans mon petit baluchon. Puis là, plus tard dans la journée ou dans la semaine, je continue à jouer au ping-pong comme ça. Et moi, c'est de cette façon que j'utilise mon réseau. Et c'est pas juste d'appeler quelqu'un et dire « Salut, je sais que tu es l'expert en X, Y, Z. Donne-moi ton avis. » C'est plus de tout le monde autour de moi devient un potentiel expert sur qui je peux apprendre. Moi, c'est mon plus grand défaut que j'essaie de changer. J'aime pas demander de l'aide. Je trouve ça, je sais pas si c'est de l'ego, de l'orgueil mal placé, mais... Attends, celui qui s'appelle aide-ton-enfant.com. Moi, j'aime aider les autres. Oui. Je me sens bien quand j'aide, mais j'aime pas demander de l'aide. Oui. C'est comme tout le temps comme ça, depuis longtemps. Mais ça m'a pris du temps à comprendre que on peut apprendre tellement plus, tellement mieux, tellement plus vite, tellement plus concret et pertinent quand on parle aux bonnes personnes. Fait que c'est bien beau être dans les livres ou consulter des sites web ou des infolettes ou des cours, mais d'aller demander de l'aide pour apprendre, ça vaut de l'or. C'est souvent gratuit, c'est gratifiant pour l'autre personne. Moi, j'aime aider parce que je trouve ça gratifiant. Puis c'est magique souvent. Mais il faut juste avoir l'humilité de le faire.
Tu sais, l'apprentissage pour moi, c'est pareil comme si tu apprenais en courant. Tu peux pas apprendre assis de façon statique sur une table parce que l'environnement autour de nous bouge, l'environnement économique. Là, on le voit là avec les taux d'intérêt qui explosent. On avait la pandémie, donc tu es obligé d'apprendre en même temps que de faire. Je pense que ce mélange-là de dire j'ai appris tel sujet, j'ai parlé à quelques personnes et là finalement, je le vis le problème de cash flow là. Donc j'en ai entendu parler, j'ai eu des solutions, je le vis, mais là tu es capable d'apporter des changements à ton modèle ou tout ça en temps réel. Ouais. Il y a 2 pièges à éviter, je pense, pour ceux qui sont capables d'apprendre vite et bien. Puis je me considère dans cette catégorie-là, j'aime ça apprendre un peu comme nous autres, je pense. Moi, c'est souvent mon premier réflexe. J'ai besoin de faire quelque chose ou faire quelque chose que j'ai jamais fait, je suis un peu comme j'ai dit, là, tu deviens compulsif, tu lis sur un sujet donné. Ça devient un piège pour moi parce que autant c'est un accélérant, autant c'est un frein parce que là, tu vas dans le micro que quelqu'un d'autre devrait faire pour que toi, tu restes un peu plus reculé sur le macro. Moi, j'ai fait ça depuis le début. Puis on dirait que je me sevrer de ça, là, c'est ce que je fais depuis quelques années, puis c'est dur. J'ai toujours ce réflexe-là on lance une nouvelle base de données, je peux passer des heures le soir à lire sur le fonctionnement de cette base de données. Je suis un programmeur, là. Au lieu d'engager quelqu'un qui va le faire. Fait que tu sais, travailler avec des A, des gens top, des fois c'est correct, puis toi de juste apprendre le superficiel du B.A.B.A. va te permettre de faire ta job correctement puis d'avoir quelqu'un qui est vraiment meilleur que toi, que tu seras jamais. C'est ce que tu dis parce que moi, je me suis posé la question en préparant l'émission. C'est pourquoi je suis un boulimique d'information puis d'apprentissage. Puis des fois, je suis juste comme un peu, je dis un long fleuve tranquille. J'apprends toujours un petit peu. Puis il y a une partie de moi c'est de l'efficacité. Je sais que si je rentre dans un dossier vraiment deep d'une shot, là, je vais vraiment apprendre. Je peux produire de 0 à 1, donc inventer quelque chose, un concept, vraiment efficacement. Plus que beaucoup d'autres gens. Plus que si t'embauchais aussi 2-3 personnes. Ça, c'est un peu mon super pouvoir. Ouais. De l'autre côté, je fais le même réflexe de boulimie, d'information, quand je suis en manque de contrôle. Fait que là, quand il y a un problème dans l'entreprise, il y a quelque chose qui va pas, là, c'est mon besoin de contrôle. Donc, c'est pas nécessairement que je suis la meilleure personne. Fait que là, ça devient plus un enjeu que réellement quelque chose de positif. Parce que là, je peux prendre la place de quelqu'un d'autre, je peux commencer à en prendre trop large. Et ça, c'est négatif. Mais est-ce que ton cerveau va retenir tout ça? Parce que moi, je suis un peu une boulimique comme ça où je vais aller chercher beaucoup de connaissances pour un espace-temps vraiment court. Puis après ça, je relâche l'info, puis ça reste pas, tu sais. Moi, mon enjeu, c'est plus quand mon cerveau, que je considère comme une éponge, devient saturé. Donc, quand que j'ai besoin de contrôle, souvent, il y a de la fatigue reliée à ça. Donc, c'est moi, au niveau de ma personnalité, j'ai juste besoin de me reposer. Mais dans ce moment-là, je suis pas efficace. J'apprends pas, je retiens pas l'information. Ce que j'ai besoin, là, c'est de prendre des vacances. Et souvent, l'éponge se relâche. Puis c'est là que, en fait, tout le fruit du travail de recherche, d'apprentissage, pour moi, vient bénéfique parce que je fais des nouveaux liens, je deviens créatif, j'ai méga d'idées. Donc, pour moi, l'apprentissage en intensité a aucun résultat si je prends pas un moment de pause, de vacances ou pour décanter cette information-là. Mais c'est scientifiquement prouvé que ça prend des moments où on fait rien, beaucoup de sommeil, des moments de pause de travail pour être créatif. Pour le cerveau, c'est le temps qu'il prend aussi pour faire idée A plus idée B, ça donne idée C. Si on fait juste pas dormir puis étudier 24 heures sur 24, ça marchera pas. Mais ça, c'est vraiment, je voyage beaucoup. Puis à chaque fois que je visite un nouveau pays ou une nouvelle ville, je fais, tu sais, les petits boss là, que tu prends touristiques. Là, c'est toi qui fais vivre cette des double-deckers. Je suis seule dans le boss. Mais j'ai jamais eu autant de bonnes idées que dans ces boss-là. Ah oui, hein. Parce que tu veux rien faire d'autre. Puis la description est jamais vraiment intéressante. Fait que tu fais rien d'autre. Tu sais, moi, je ferme mon téléphone, je fais juste regarder, je suis comme, OK. Puis le pire, c'est que c'est un tour de 2 heures. Moi, je le fais comme 3-4 fois, là. Je vais être bien sûr de comprendre la ville. Fait que je suis là, mais j'ai toujours hyper des bonnes idées. Fait que faites ça. Puis le problème, ce que ça fait aussi, c'est que quand t'es en voyage, t'es tout le temps hors de ta zone de confort. Tous tes sens sont en éveil. La vue, tu vois des choses que tu voyais pas, tu sens des choses que tu vois pas. Tu rentres à l'épicerie puis c'est une expérience. Et ça aussi, ça crée des explosions d'idées basées sur le savoir accumulé, les expériences accumulées. C'est pour ça que les voyages sont souvent très créatifs pour l'entrepreneur. Hey, ça sera le sujet d'un prochain CA. Ou aller en voyage pour être créatif. Oui, exactement. Donc, c'est déjà tout pour notre épisode des Dérangeants. Je remercie notre invité, Jean-Francis Durocher, cofondateur de Bite Size. Et merci à vous de nous avoir écoutés à la maison. Je remercie mes 3 dérangeants. Jean-Daniel Petit, merci. Bienvenue. Carlo Coccaro. Merci, Catherine. Marie-Philippe Simard. Merci. Et c'était Catherine Beauchamp. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des Dérangeants.
le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!